africaine. Nous le disions en titre, la guerre se poursuit entre l'Ukraine et la Russie. Et au soir donc de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les réactions sur le continent africain sont déjà de sortie. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, et celui de la Commission, Moussa Faki Mahamat, ont tous deux exprimé leur extrême préoccupation face à la situation en Ukraine. Ils appellent la Russie et tout autre acteur au respect du droit international, de l'intégrité territoriale et également de la souveraineté de l'Ukraine. Ils exhortent deux parties à l'instauration immédiate en cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques. L'Algérie, alliée historique de la Russie, a simplement appelé ses citoyens sur place à faire preuve d'une prudence, se prononcer sur le fond. Et donc, le président en exercice de l'Union africaine et le président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé donc leurs préoccupations face à cette situation qui prévaut du côté de l'Ukraine. La réaction la plus vive est finalement venue d'Afrique du Sud, où le conflit russo-ukrainien prend un tournant politique. Moscou est considéré comme un partenaire stratégique, membre tout comme Pretoria de la communauté économique des BRICS. C'est aussi un allié de longue date de l'ANC, le parti au pouvoir, du temps où l'ex-USS soutenait les mouvements de libération en Afrique australe. Engagé dans la résolution du conflit avant que la guerre n'éclate, le gouvernement sud-africain exige donc désormais le retrait. Il y a des troupes russes du côté de l'Ukraine. Et pour en parler justement, nous allons recevoir dans ce journal des invités pour discuter de ce conflit qui existe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Tout d'abord, nous recevons un analyste russe dans ce journal. Il est donc à l'agence Observateur Continental. Il s'agit de Mikhail Gamondi-Egorov. C'est un russe que nous recevons ce soir dans ce journal. Bonsoir à vous, Mikhail. Avec vous, donc, on revient sur l'origine de ce conflit ukraino-russe ou alors russo-ukrainien. Quelles sont, selon vous, les origines ou alors les méandres de ce conflit actuel opposant l'État russe à l'État ukrainien? Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Toujours un plaisir d'être sur Afrique Média. Je salue également mes collègues qui vont intervenir tout à l'heure. Et pour parler de ce conflit, tout d'abord, je pense que le mot guerre n'est pas... quand on parle de ce conflit, je ne pense pas qu'il faut parler d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que la Russie ne considère pas qu'elle fait la guerre à l'Ukraine. Elle combat un régime marionnettiste, de marionnettes qui a été installé par l'Occident en 2014 suite au coup d'État. C'est un coup d'État. Et ce n'est pas seulement un coup d'État qui a été réalisé selon la vision de la Russie. Des millions de citoyens ukrainiens ont considéré que c'est un coup d'État. Ils n'ont pas reconnu ce coup d'État. Et depuis que ce régime pro-atlantiste a été installé donc avec le soutien occidental, beaucoup de problèmes ont été créés au sein de la société ukrainienne. Cela s'est traduit par le fait que, bon, pour ceux qui ont besoin de ce rappel, par le fait que la population de la Crimée, qui a cardinalement, de façon cardinale, refusé de reconnaître ce coup d'État et a choisi de revenir à la terre à laquelle elle se considérait appartenir depuis toujours, parce que c'est historique, ça date depuis plusieurs siècles, c'est la Crimée. Donc la Crimée est revenue à la Russie, elle a été ralliée à la Russie, il y a eu un référendum où l'écrasante majorité de cette péninsule multiethnique, parce qu'il n'y a pas que des Russes qui vivent en Crimée, il y a aussi des Ukrainiens, des Tatars, des Grecs, des Bulgares, des Caraïbes, enfin c'est un territoire vraiment multiethnique et multiconfessionnel. Et il y a eu aussi le Donbass qui était le poumon industriel de l'État ukrainien, où la population est également mixte. Il y a des Ukrainiens mais qui sont russophones et qui se considèrent attachés à la Russie, de par la culture, de par la civilisation. Il y a également d'autres nationalités, il y a des Russes, il y a d'autres peuples. Et le Donbass aussi a refusé pour sa grande majorité de la population le coup d'État qui a eu lieu à Kiev avec le soutien occidental. Il y a eu également d'autres régions de l'Ukraine qui avaient clairement dit qu'ils n'acceptent pas les résultats de ce coup d'État, mais ils ont été écrasés dans le sang. On se rappelle de ce qui s'est passé notamment dans la ville d'Odessa, où des personnes ont été brûlées vives par des extrémistes d'obédience néo-nazie, justement pour leur opinion
Et à l'époque, ces gens ne réclamaient pas, même pas de, je veux dire, à Odessa, ce n'était pas une question de se séparer de l'Ukraine ou quoi que ce soit, mais ils disaient haut et fort qu'eux ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé à Kiev. Donc ça, c'est en ce qui concerne le petit historique pour rappeler ce qui s'est passé en 2014. Maintenant, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, je pense qu'il est juste de citer la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a dit que ce n'est pas la guerre qui a commencé, c'est la guerre qui va finir désormais. C'est une guerre qui a commencé il y a 8 ans, quand on parle du Donbass, et aujourd'hui, en tout cas très prochainement, je pense que c'est une question de quelques jours, elle devrait être terminée. Voilà la situation d'aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque la population du Donbass a dit clairement qu'elle refuse le coup d'État, Kiev, avec le soutien occidental, a envoyé des troupes pour écraser ce peuple, cette population qui vit là-bas, qui est ukrainienne, russe ou mixte, en tout cas russophone, et pro-russe. Et il y a eu des affrontements. Le Donbass a réussi à tenir, aussi bien du côté de la région de Donetsk que de Lugansk, qui sont devenus par la suite des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, parce qu'ils ont pris la décision, suite à l'agression, de prendre leur indépendance, de prendre leur destin en main. Après les affrontements, lorsque le régime de Kiev n'a pas réussi à les écraser, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Minsk. Les accords de Minsk qui ont été signés dans la capitale biélorusse en 2014, toujours, donc il y a de cela 7 ans et demi, pas encore 8 ans, mais en septembre, si je ne me trompe pas, ce sera 8 ans. Et depuis toute cette période, Kiev n'a cessé, avec la bénédiction, entre guillemets, de ses soutiens occidentaux, n'a cessé de violer ces accords. Depuis 8 ans, la population, pratiquement depuis 8 ans, la population du Donbass vit quotidiennement sous les bombes. C'est-à-dire que chaque fois que les gens du Donbass, enfants, femmes, hommes, personnes âgées sortent pour commencer leur journée, ils ne savent pas si une bombe ne va pas tomber sur la tête. C'est comme ça qu'ils vivent depuis toutes ces années. Et évidemment, à chaque fois, en ce qui concerne cette catastrophe humanitaire dans le centre de l'Europe, les Occidentaux, évidemment, faisaient les sourds et les muets et les aveugles, parce qu'évidemment, la faute des gens du Donbass pour les Occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas applaudi avec enthousiasme ce qui s'est passé sur la place du Maïdan en 2014 dans la capitale ukrainienne. C'est-à-dire que du fait que, comme ces gens n'ont pas voulu soutenir le coup d'État pro-occidental, donc qu'est-ce que vaut leur vie dans les yeux de l'establishment occidental? Absolument rien. Et c'est pour ça que les innombrables rappels de la Russie de faire en sorte les appels de la Russie envers les Occidentaux, de dire faites pression sur votre allié ukrainien, faites pression sur Kiev pour qu'il arrête de massacrer la population civile du Donbass, parce qu'effectivement c'est un drame humanitaire qui se déroule là-bas depuis toutes ces années. Les Occidentaux à chaque fois disaient oh, après tout, libre à l'Ukraine de faire ce qu'elle veut. D'autant plus qu'eux-mêmes étaient derrière ça, en particulier Washington, qui mettait l'huile sur le feu en poussant à chaque fois un peu plus et en armant massivement le régime de Kiev pour que justement qu'il continue à agresser les Donbass en vue de commencer une grande campagne d'épuration. Lorsque dernièrement, ça date d'il y a quelques mois, et c'est là que l'hystérie contre la Russie a commencé, lorsqu'il y a quelques mois, la Russie a vu clairement qu'il y a une grande campagne d'épuration ethnique qui se prépare par le régime de Kiev, le tout avec le soutien occidental et plus particulièrement washingtonien, la Russie, effectivement, amassait beaucoup de troupes à la frontière avec l'Ukraine. C'est là que l'hystérie a commencé du côté de l'establishment politico-médiatique de l'Occident, qui disait la Russie prépare une invasion. La Russie a dit très clairement, il n'est pas question d'invasion, mais si jamais il y a une campagne qui est lancée contre cette population russophone, dont beaucoup d'ailleurs ont obtenu des passeports russes pour justement leur faciliter l'aide humanitaire qui vient de la Russie, pour permettre à eux de venir avoir des soins en Russie, pour aller travailler, surtout que vous comprenez qu'ils vivent sous les bombes depuis toutes ces périodes. Donc, beaucoup ont obtenu la citoyenneté russe, donc beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui, depuis plusieurs années, des citoyens russes. Donc, la Russie a dit très clairement qu'elle ne permettra pas le massacre de cette population. Kiev, avec le soutien occidental, faisait la sourde oreille, commençait de faire ce que bon lui semble. Quand ils ont vu que la motivation de la Russie est réelle, certains présidents de pays d'Europe occidentale, notamment le président français ou le chancelier allemand, ont commencé à jouer au médiateur, ils se sont pris un peu tardivement, il faut le dire. Il y a 8 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais maintenant, ils ont compris que la situation est sérieuse pour leurs intérêts, pour l'intérêt de l'Occident, pour les intérêts de l'Occident et de l'OTAN. Ils ont commencé un petit peu à s'activer. C'était trop tard. Et en plus, de quelle médiation peut-on parler alors que les bombes continuent de tomber sur Donetsk et Lugansk, en touchant la population civile, en tuant la population civile, en tuant les infrastructures civiles? Donc, qu'est-ce qu'a fait la Russie? La Russie a dit, dans ce cas, nous reconnaissons désormais, d'autant plus que c'était un appel du Parlement et d'une grande partie de la société russe, de dire,
Et Poutine a pris cet appel au sérieux en disant nous allons donc reconnaître l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, sachant que depuis les accords de Minsk, malgré le soutien humanitaire que la Russie a accordé aux deux républiques du Donbass, la Russie ne le reconnaissait pas comme des États indépendants, jusqu'à encore tout récemment. Et quand on a vu qu'une grande épuration ethnique se prépare, la Russie a fait ce pas et a reconnu. Ça n'a pas arrêté le régime de Kiev, ça n'a pas arrêté les Occidentaux qui continuaient les bombardements, suite à quoi la Russie a pris la décision de commencer l'opération militaire qui a commencé hier matin et qui n'est pas dans le langage militaire et politique, c'est une opération militaire d'imposition à la paix, de forcer le régime de Kiev à la paix. Et aujourd'hui, on voit déjà que les résultats sont là. Les républiques du Donbass commencent à véritablement pouvoir souffler. Et aujourd'hui, cette opération ne se limite plus seulement aux républiques du Donbass, parce que tout simplement aujourd'hui, face aux agissements que Kiev a pratiqués avec le soutien otanesque occidental, la Russie considère qu'il n'est plus possible d'avoir un tel régime à ses frontières. Et donc, très certainement, ce régime va tomber très prochainement. Après, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspense. Est-ce que la Russie va prendre des garanties avec les représentants du régime en question, ou bien il y aura un changement total de gouvernement? Ça, c'est une question qui reste ouverte. On verra la suite, mais en tout cas, pour le moment, les opérations militaires sont en cours. Les Occidentaux, de façon tout à fait hypocrite, totalement hypocrite, crient à l'hystérie, accusent la Russie de tous les maux, en oubliant que c'est eux les seuls et véritables responsables de toute cette situation, pas seulement dans le Donbass, mais dans tout l'État ukrainien depuis les événements de 2014, sans oublier tous les crimes qui ont été commis à d'autres endroits du monde pour lesquels ils n'ont jamais voulu rendre des comptes. Et aujourd'hui, ils accusent la Russie d'être l'agresseur, alors que l'armée russe, jusqu'à maintenant, et c'est confirmé par plusieurs sources locales dans les différentes villes ukrainiennes, la Russie fait tout pour épargner la population civile et personne ne peut accuser la Russie de quoi que ce soit. En tout cas, ce régime est terminé. L'Occident, qui a été le principal initiateur de toute cette déstabilisation depuis 2014, a perdu, l'OTAN a perdu, et toutes leurs gesticulations ne changeront rien à cette situation. Merci donc Mikhail Ergorov. On retient que c'est l'Europe ou alors les Occidentaux qui ont poussé la Russie à bout. Alors selon vous, quelles peuvent être les solutions pour sortir de ce chaos qui pour l'instant concerne encore la Russie et l'Ukraine, Mikhail Ergorov? Je pense que la seule solution sera justement la fin de ce pouvoir de marionnette qui a été installé par l'Occident à Kiev. Je pense que c'est la seule solution fiable. Bien sûr, je pense qu'il est encore trop tôt de se prononcer techniquement comment cela va se passer. Mais une chose est sûre, les agissements que l'Occident, à travers son régime de marionnette en Ukraine, pratiquait en territoire ukrainien, notamment contre la population du Donbass, ça c'est définitivement terminé. Il n'y aura pas de retour en arrière. L'Ukraine va tourner cette page très prochainement. Je pense encore une fois que c'est une question de jours. Quant aux relations avec l'Occident, je pense qu'il y a déjà un bon moment que la Russie ne se fait plus d'illusions sur ce que représente l'Occident. Ceci étant dit, je précise, je ne fais pas allusion aux citoyens occidentaux, en tout cas à de nombreux d'entre eux, parce que je sais que beaucoup d'entre eux comprennent la situation aujourd'hui et soutiennent la Russie et plus généralement l'ordre multipolaire international, parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi. Aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister en Ukraine, c'est aussi la fin définitive de l'ère unipolaire. L'ère unipolaire était déjà terminée, mais aujourd'hui, on y met définitivement un grand point sur la feuille. Et il n'y aura pas de retour en arrière, donc ça ne concerne pas seulement l'Ukraine, ça concerne tout le système international. Le diktat d'une extrême minorité mondiale, à savoir l'establishment politique et médiatique occidental, est terminé. Le diktat de l'Occident est terminé. Et pour ce qui est de la suite des relations entre la Russie et l'Occident de façon générale, en tout cas l'establishment politique occidental, on verra la suite. Je pense qu'il y aura certainement des acteurs qui vont adopter une position plus sensée. Aujourd'hui, ils sont pour la plupart dans l'hystérie, mais ça ne va pas stopper la Russie, d'autant plus que la Russie comprend parfaitement, et je pense que l'écrasante majorité de la population terrestre comprend parfaitement, le monde ne se limite pas à l'Occident. Nous devons arrêter de leur accorder plus d'attention qu'ils ne méritent, d'autant plus qu'ils ont montré ouvertement, une fois de plus, leur visage totalement hypocrite. Où étaient les sanctions, les menaces, les gesticulations quand ils détruisaient des États entiers, des États souverains, avec des millions de personnes qui étaient des victimes
avec tous les crises, avec tous les effets que ça a créé de façon supplémentaire, notamment y compris sur le continent africain. On se rappelle tous de la Libye, on sait tous le chaos que ça a créé au Sahel. Où étaient les condamnations? Où étaient les sanctions? Où étaient les menaces de faire sortir tel ou tel pays occidental de telle ou telle organisation ou de telle ou telle compétition pour tous ces agissements? Il n'y en avait pas. Donc cette hypocrisie, on est fatigué, personne ne la prend plus au sérieux, et je pense en général que de toute façon, aujourd'hui, les partisans du monde multipolaire, qui représentent la grande partie de l'humanité sur la Terre, savent ce qu'ils doivent faire pour continuer à travailler ensemble et tourner définitivement la page du monde post-occidental, du monde occidental. Aujourd'hui, on est véritablement dans un monde post-occidental, et je pense que c'est ça que nous devons retenir. Pour moi, les gesticulations des représentants des élites occidentales n'ont absolument aucune importance. Ils peuvent menacer, ça ne va pas faire fléchir la Russie, ça ne va pas faire fléchir la Chine, ça ne va pas faire fléchir nos alliés respectifs et aussi beaucoup de peuples à différents endroits de la Terre, notamment en Afrique, où on voit parfaitement que l'éveil des consciences, le panafricanisme et la défense des souverainetés nationales a atteint un niveau énorme. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Pour le reste, encore une fois, du côté occidental, ce ne sera que des gesticulations, des menaces qui ne vont pas nous impressionner. C'est donc à vous, Mikhail Ergorov, qu'on retrouvera certainement dans nos prochaines éditions d'information, puisque le conflit se poursuit entre, bien sûr, la Russie et l'Ukraine. Et on va recevoir un autre invité dans ce journal, pour cette fois parler de la sortie de l'Afrique au travers donc le communiqué du président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, et également de la commission de l'Union africaine, Faki Mahamad. Alors nous recevons dans ce journal Gamal Abina. Bonsoir déjà à vous, Gamal Abina. Bonsoir. Alors, quelle appréciation faites-vous de la position de l'Afrique par rapport à ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, au vu du communiqué pondu par l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine? On dira que l'Afrique est plutôt prudente. Oui, bien sûr, elle est prudente parce que d'abord, il y a deux choses qui sont à retenir. La première, c'est que c'est un communiqué qui reste quand même relativement modéré. Ensuite et surtout parce que ça ne représente pas l'Afrique, ça représente quelques lectures de quelques dirigeants africains. Si vous prenez l'Afrique du Nord, par exemple, ils ne s'inscrivent pas du tout dans cette logique-là. La question qui se passe actuellement, c'est de savoir est-ce que oui ou non, la Russie est un partenaire de plus en plus important en Afrique, doit être condamné sur une guerre qui a été programmée, rappelons-le tout de même, et c'est bien de l'avoir rappelé à l'instant, qui a été programmée quand même par les États-Unis. Je veux dire, ça fait 8 ans que les États-Unis provoquent, 8 ans qu'ils laissent pourrir la situation alors qu'il y avait les accords de Minsk qui garantissaient la sécurité pour l'Ukraine. Donc quand les Africains, du moins quand l'Union africaine, avec c'est pas les meilleurs représentants hein, quand même, Macky Sall ou encore le responsable de l'entrée d'Israël à l'Union africaine, je le rappelle aussi, quand ces deux personnages vont donner une position de principe de l'Union africaine, c'est juste une pure posture politique extrêmement neutre qui ne va pas bien loin. On a bien compris que cette guerre en Ukraine a commencé il y a longtemps, c'est vrai, c'est bien de le rappeler aussi. On a bien compris qu'en face, c'est quand même des nerveux, c'est quand même des néo-nazis qui ont soutenu contre les russophones des mouvements violents dans le Donbass. On a compris aussi et surtout, c'est plus important, que c'est l'OTAN qui voulait s'installer quand même aux frontières de la Russie. Donc quand l'Afrique va dire ça, moi j'aimerais lui poser la question à ces idéologues africains, parce que les peuples africains ne les rejoignent pas du tout. Comment se fait-il qu'il n'ait pas condamné de façon aussi ferme l'invasion de la Libye par l'OTAN? Comment se fait-il qu'il n'ait pas condamné de façon aussi ferme les massacres en Syrie, les massacres en Irak, les massacres dans la plupart des pays arabes qui ont quand même détruit ça, il faut le rappeler? Comment se fait-il qu'on ne les entende pas aussi fermement sur la question palestinienne, par exemple à Gaza? Et comment se fait-il que l'Union africaine se dépantalonne, par exemple, sur la question du Sahara occidental, alors que c'est quand même, encore une fois, une question de droit international qui n'est pas respectée? Donc, si le droit international, c'est le droit du plus fort, donc le droit américain, eh bien, les gens de l'Union africaine devraient réfléchir à ces questions-là. Est-ce qu'il ne serait pas déjà intéressant de faire condamner les États-Unis pour les multiples guerres, 71 guerres en 100 ans quand même, hein? Les Russes, sur les guerres défensives, ils en ont fait 31 en un siècle, les Américains, 71. Est-ce qu'il ne serait pas inintéressant peut-être de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les Américains, dont la parole ne vaut pas grand-chose, n'ont pas respecté les accords de Minsk qui avaient été signés en Biélorussie? Pourquoi est-ce que les Américains ne respectent pas la parole donnée aux Russes en 91 lorsqu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas d'extension de l'OTAN? Et pourquoi ils se sont de façon obsessionnelle ont-ils voulu absolument intégrer l'Ukraine à l'OTAN?
eh bien, pour les Russes, ça a un sens. C'est un danger permanent et ils n'ont pas accepté ce danger. C'est la raison pour laquelle ils sont intervenus pour faire partir cette marionnette qui était d'ailleurs à l'origine, rappelons-le, il y a encore 5 ans, un comique. Hein, c'est pas un vrai président, il faut être un peu sérieux. Zelensky, c'est un clown qui aujourd'hui lui-même se rend compte qu'il a été instrumentalisé, qu'il est tout seul face aux Russes et que les Européens ne feront rien parce qu'ils ne pèsent pas grand-chose. L'OTAN ne fera rien parce qu'elle ne défendra que les frontières de pays qui sont dans le pacte de l'Alliance Atlantique. Et évidemment, les Africains ne feront rien en termes de position de principe un peu plus sérieuse que de condamnation de pure forme, alors qu'ils savent très bien qu'en vérité, les Russes, quelque part, ont raison. Abina, on reste sur l'Afrique. Est-ce que ce conflit pourrait avoir des conséquences sur l'Afrique, notamment d'ordre économique ou même militaire, vu ce qui se passe actuellement en Afrique avec les instructeurs russes, que ce soit du côté du Mali ou même de la Centrafrique? Oui, la conséquence directe, alors sur un plan économique, je vous la donne directement, c'est que l'Afrique peut se frotter les mains. Les pays producteurs de gaz et de pétrole ont vu une explosion littérale du prix du gaz et du pétrole à la faveur de ce conflit. Et fort heureusement, on revient à des tarifs du gaz ou du pétrole raisonnables, parce qu'à l'époque, on les vendait pour des prix ridicules. Ensuite, sur la question politique, effectivement, là, par exemple, M. Poutine a demandé est-ce qu'il y a un coup d'État militaire, parce qu'il part du principe qu'il vaut mieux un pouvoir fort dirigé par des hommes qui viennent de l'armée plutôt qu'un pouvoir faible dirigé par des gens de l'extérieur. Donc, M. Poutine s'appuiera évidemment, grâce à cet exemple, il a montré qu'il était capable d'agir de façon ferme face à l'Occident et va sans doute pousser son avantage pour peut-être, je l'espère, aider les Africains à s'émanciper de la tutelle anglo-franco-américaine qui, malheureusement, pendant 60 ans, a amené la misère et la pauvreté, sans parler des guerres qui ont été commanditées de l'extérieur, multiples et variées. Donc oui, on l'a rappelé tout à l'heure, par exemple, sur la question de l'Ukraine, que ça a commencé par un coup d'État face à un homme, Viktor Yanukovych, qui avait été élu de façon démocratique. Apparemment, la démocratie, avec la révolution de couleur qu'avait commandé l'Occident, ça les arrange dans un sens tant que c'est favorable à l'Occident, et dès que c'est défavorable, à ce moment-là, ça devient des monstres. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec cette culture des choses. La démocratie, si ça les arrange quand c'est des marionnettes, à ce moment-là, mieux vaut un pouvoir fort et dur pour redresser l'économie du pays, garantir la sécurité et surtout s'appuyer sur des partenaires sérieux et fiables, comme les Russes et les Chinois, qui ont démontré aujourd'hui qu'ils sont en mesure de pouvoir peut-être, on n'en est pas certain, mais peut-être apporter une alternative beaucoup plus sérieuse, bien évidemment, que celle que l'Occident a proposée. Donc le rapport politique est clair, la Russie a montré sa force, la Chine ne l'a pas abandonné, et le rapport militaire est évident, les Russes ont montré qu'ils sont très forts, et le rapport économique est encore plus évident, puisque quand ils vont reconstituer cette nouvel axe de l'Est qui est en train de se mettre en place de façon très forte, que j'ai appelé tout à l'heure dans un autre média la Ruchine, donc la Russie et la Chine qui s'unissent enfin, et bien à ce moment-là, ça va enfin créer le monde multipolaire qu'on a attendu pendant si longtemps. Ça fait quand même 30 ans que les Américains font la fête à travers la planète et massacrent des populations. C'est quand même des millions de morts, et je donne un chiffre très fort pour vous parler. 5 millions d'Orientaux, d'Arabes, ont été assassinés par les bombes américaines. Il faut que ça s'arrête. Les Russes, qui, pour l'instant, n'ont pas massacré en Ukraine, les populations civiles. Ils vous montrent toujours la même image d'un immeuble qui a été manifestement impacté de façon périphérique. Ce n'est pas directement l'immeuble qui a été visé, mais ils ne vous montrent pas de destruction massive de villes ou quoi que ce soit. Donc on se rend bien compte, pourtant tout le monde a un téléphone portable, hein, que les Russes sont intervenus pour en finir avec le pouvoir et non pas avec le peuple. Alors Gamal Abina, quelle posture devraient adopter les gouvernements africains au cas où ce conflit entre l'Ukraine et la Russie persistait? Déjà, il faut dire merci parce que le gaz et le pétrole qui augmentent, ça leur est favorable. Mais au-delà de ça, après la petite plaisanterie que je viens de faire, la posture, ce serait au mieux une posture de neutralité, de ne pas prendre une posture aussi offensive qu'à l'Afrique du Sud, par exemple. Au pire, j'ai envie de dire, prendre une posture en faveur des Russes, puisque finalement les Russes ils ont garanti qu'il n'y ait pas de guerre civile quand même en Centrafrique, ils garantissent une sécurité, semble-t-il, au Mali qui commence à intervenir, ils garantissent effectivement que les coups d'État militaires, il y en a toujours eu en Afrique, ne soient pas instrumentalisés par l'Occident, mais plutôt en faveur de leur peuple. Et puis encore une fois, j'ai envie de dire, laissons une chance aux Russes de s'exprimer. On les a suffisamment humiliés pendant pratiquement 20 ans, les Russes, enfin, presque pas 20 ans, mais 15 ans avec les Reltsin. Aujourd'hui, la Russie revient, rééquilibre les rapports de force et va apporter un concours sérieux aux pays africains si ces derniers ne tombent pas dans le piège du baratin démocratique. La démocratie est un cadeau qui a été créé uniquement pour les grands bourgeois. On voit bien, comme en France, par exemple, la démocratie n'intéresse que ceux qui ont de l'argent. Il faut réfléchir. Qui place les dirigeants en Europe? Ce sont les oligarques, en l'occurrence, les hommes d'affaires. Eh bien, en Afrique, il faut penser dans d'autres termes. L'intérêt des peuples doit primer devant l'intérêt personnel
de milliardaires. Et en l'occurrence, le modèle peut être russo-chinois et peut être intéressant, il faut le visiter, mais il faut arrêter de rejeter cela au motif que la démocratie serait le meilleur des systèmes. Puis c'est quand même la démocratie qui a fait la guerre en Europe, qui a fait la guerre en Asie, en Amérique évidemment du Sud, mais surtout qui a lancé 2 bombes atomiques sur le Japon en 1945. Donc la démocratie, on peut en dire beaucoup de choses. Certains disent que c'est le système le moins pire. Moi, j'ai envie de dire que c'est un système qui est largement critiquable pour ce qu'il est. Une délégation de pouvoir à des grands bourgeois face à des gens qui ne peuvent pas interagir. Je parle des populations des pays dits démocratiques. Merci à vous, Gamal Abina, que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions d'informations sur la télévision panafricaine. Alors qu'on va poursuivre ce journal avec la RCA, nous l'annonçons également en titre, les 4 Français arrêtés à l'aéroport de Bangui pour tentative d'assassinat sur le du président centrafricain Faustin Archange Touadéra ont donc été relaxés. L'information a été rendue publique par le chef de la MINUSCA sur son compte Twitter avant d'être relayée ou alors reprise par l'ambassade de France à Bangui. Plus de précisions dans cet élément que signe Fabrice Ndouma. Les 4 militaires français opérant pour la MINUSCA interpellés le 21 février 2022 pour tentative d'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra ont été libérés le 24 février dernier. L'information a été annoncée sur les réseaux sociaux par le chef de la MINUSCA, Mankeur Diaye, avant d'être confirmée par l'ambassade de France à Bangui et par le parquet de Bangui. Les 4 militaires du corps de la Légion étrangère de l'armée française avaient été appréhendés par les forces de sécurité alors qu'ils étaient en treillis, lourdement armés et munis de leur badge de la MINUSCA à bord d'un véhicule blindé banalisé lundi devant l'aéroport de Bangui. Compte tenu de l'accord qui lie la Centrafrique à la MINUSCA, le parquet a jugé la procédure inopportune et décidé de classer la sans suite. Selon une source, cette libération est survenue après d'intenses négociations, d'abord menées par la MINUSCA. Le commandant de la force et la représentante spéciale adjointe ont rencontré le président Faustin Archange Touadéra dans un premier temps sans soutenir de cause. L'ambassade de France à Bangui suivait également de près ce dossier. Finalement, c'est le secrétaire général des Nations Unies en personne Antonio Guterres qui a pris la parole pour demander la libération immédiate et sans condition des 4 hommes en vertu de l'accord de siège qui autorise et fixe les conditions de travail de la MINUSCA. Au Mali, la France a décidé de changer de stratégie après l'annonce de leur retrait des troupes Barkhane et bien sûr Takuba du Mali. En effet, le commandant de l'opération Barkhane a donc évoqué la logique d'une réorganisation de l'opération dans d'autres pays du Sahel, notamment au Tchad. Les détails dans ce récit que signe Junior Wafo. Une semaine après l'annonce de la France et ses partenaires européens concernant le retrait de leurs troupes au Mali, le commandant de l'opération Barkhane évoque la réorganisation de l'opération dans d'autres pays sahéliens, notamment au Tchad. Dans le cadre d'une visite sur une base militaire en N'Djamena au Tchad pour déployer de nouveaux équipements, le général Laurent Michon, à la tête de l'opération Barkhane, évoque une réorganisation dans la zone dite des 3 frontières. Le commandant français a souligné qu'il ne s'agit pas d'un redéploiement, mais uniquement d'ajuster la mission dans les pays voisins du Mali pour adapter la lutte anti-djihadiste dans la bande sahélienne. Sa visite intervient alors que lundi dernier, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno annonçait quant à lui renforcer ses effectifs au Mali au sein de la force MINUSMA de l'ONU. Nous sommes en train de préparer en coordination avec l'armée malienne la manière dont nous allons nous retirer de Kossi, Menaka et Gao, qui sont les 3 holdings où nous nous trouvons. Et de la même manière que nous l'avons fait à Tessali ou à Kidal, nous le ferons en bon ordre avec l'armée malienne. La manœuvre logistique et tactique, je peux simplement vous dire qu'elle est coordonnée avec les forces armées maliennes, a déclaré le général Laurent Michon. Nous nous réorganisons en fonction des intentions des différents pays. Ce n'est pas vraiment un redéploiement, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'intention de remettre le dispositif actuel au Mali et ailleurs. Ce n'est pas du tout l'esprit, que ce soit au Niger, au Tchad ou dans d'autres pays, face à la menace terroriste qui descend dans le golfe de Guinée. C'est un constat partagé par tout le monde. C'est le soutien et la coopération souhaitée par tel ou tel pays, a-t-il précisé. Au Burkina Faso, 2 ans et demi, c'est la proposition faite par la commission mise en place en début février dernier pour l'élaboration de la charte et du calendrier de la transition.
Le rapport a été remis il y a quelques jours au président Paul-Henri Damiba Sondaogo. Prenons plus de précisions dans cet autre élément que signe Fabrice Ndouma. Au Burkina Faso, la commission mise en place début février pour plancher sur le projet de charte de la transition a remis le 23 février 2022 son rapport au président du Faso, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, après 2 semaines de travail. Elle proposerait une transition de 2 ans et demi avant l'organisation d'élections. C'est ce qu'a déclaré une source proche de la présidence et de l'armée. Selon la même source, le document qui n'a pas été rendu public prévoit un gouvernement d'une vingtaine de personnes et un organe législatif composé d'une 50aine de membres. Il doit maintenant être soumis aux forces vives de la nation avant validation, selon la source proche de la présidence, qui précise que la commission a souhaité prendre en compte les attentes de la communauté internationale. Les membres de la commission technique chargée de la transition, principalement composée des civils, dont des juristes, sociologues, économistes et aussi des officiers, ont été installés le 8 février 2022 par le président du Burkina Faso, qui a pris le pouvoir le 24 janvier dernier. La CEDEAO, qui a suspendu le pays quelques jours après le coup d'État, avait demandé que lui soit présenté un candidat raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le rapport est composé d'un projet de charte de la transition, de l'agenda de la transition et d'une charte des valeurs. Selon un communiqué de la présidence du Faso, le cadre de la transition politique doit s'articuler autour de 4 axes: restauration de l'intégrité du territoire, consolidation de la paix, pour un retour des déplacés, bonne gouvernance et un retour à un ordre constitutionnel nouveau. Et on reste sur cette actualité concernant le Burkina Faso avec la proposition de 2 ans et demi pour la transition avant l'organisation des prochaines élections. Nous recevons le 3e invité de ce journal. Il s'agit de Nestor Podas, coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes du Burkina Faso. Bonsoir Nestor. Et donc la proposition de la commission chargée de la charte et du calendrier de la transition a proposé 30 mois, soit 2 ans et demi, donc Paul-Henri Damiba, pour pouvoir exercer avant les élections, les prochaines élections au Burkina Faso. Ceci en attendant bien sûr la validation de ce rapport. Oui, la commission a remis son rapport. Mais d'abord, je vous salue d'abord et salue tous les Africains. Et merci au PDG d'Afrique Média. Donc, le rapport a été remis. Nous avons reçu l'information dans les réseaux sociaux ainsi que dans les médias. Je n'ai pas vu le contenu exactement, mais les assises nationales, c'est le lundi 28 que toutes les forces vives de la nation vont se retrouver pour la validation. Donc, je pense que c'est là-bas on saura s'il faut retenir les 30 mois, il faut diminuer ou bien il faut augmenter. On saura très bien à partir de lundi où les forces vives vont se retrouver pour valider. Sinon, les 30 mois, ça a été proposé par la commission, mais les vies vont se retrouver pour valider. Voilà, soit on valide, soit on augmente, soit on diminue. Donc, pour le moment, c'est 30 mois qui a été proposé. On a proposé une vingtaine de ministres, avec minimum, maximum 20 ministres, et aussi 51 députés qui seront de la CNT, c'est-à-dire Conseil national de la transition. Et puis aussi, on a parlé aussi de bénévolat, quoi. Bénévolat, c'est-à-dire que ce soit les ministres comme les députés, tous ceux qui seront les membres, les dirigeants de la transition, c'est-à-dire vont travailler sans salaire, mais ils auront des avantages liés à leurs fonctions, même pas de salaire, ça sera du bénévolat gratuitement, quoi. Voici un peu ce que nous avons obtenu, ce que la presse nous a informé, les médias nous ont donné comme information. Et après cela, d'ici lundi, mardi, vous aurez plus d'informations quand les forces vives vont se retrouver pour les assises nationales. Voilà, pour le moment, on ne peut pas dire au-delà de ça. C'est tout ce que nous avons comme information. Donc, à partir de là, quand les forces vives vont se retrouver, ils vont analyser s'il faut augmenter, il faut diminuer ou bien il faut maintenir les 30 mois. Ça, c'est de manière consensuelle que sera décidé. Mais pour le moment, c'est la commission qui a proposé. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous validez, ou alors selon vous, 30 mois, c'est acceptable pour la transition avant le début, ou alors avant l'organisation des élections
au Burkina Faso, en attendant bien sûr la validation? Bon, si le pays était stable, pour moi, les 2 ans et demi, c'est bon. Mais comme nous sommes dans une période d'insécurité, bon, on verra bien dans les 2 ans et demi si c'est bon, est-ce qu'on peut sécuriser le pays en une année et puis aller aux élections? Bon, on verra bien. Bon, moi, personnellement, je pense que si les conditions étaient réunies, 2 ans et demi, c'est bon, mais pour le moment, avec l'insécurité, est-ce que 2 ans et demi, c'est pas peu? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ça? Il faut aller. Bon, de toute façon, comme il y a des assises nationales, je pense que c'est à eux de décider de manière consensuelle. Sinon, moi, personnellement, j'allais proposer 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Voilà, moi, je pense que 3 ans, c'est raisonnable. Et pour permettre aux militaires d'abord, dès les premières années, de mettre l'accent sur la sécurisation du pays. La troisième année, maintenant, la deuxième année, refondation du pays. Et maintenant, troisième année, maintenant, on peut consacrer cela à organiser les élections. Pour moi, les 3 ans, c'est raisonnable, mais 2 ans et demi, pour moi, c'est très juste. Voilà, il faut si on peut augmenter un peu. Mais bon, dans les assises nationales, comme c'est de manière consensuelle que ça sera décidé, je pense qu'on verra bien. Sinon, pour le moment, moi, si c'est à mon avis personnel, 3 ans, c'est bon. Merci. Merci également à vous, Trésor Podas. On rappelle que cette proposition de 30 mois, soit 2 ans et demi, par la commission chargée d'élaborer le calendrier de la transition, tombe au moment où la CEDEAO propose 12 mois, soit 1 an au Mali pour pouvoir s'organiser avant les élections. La question se pose donc lorsque du côté du Burkina Faso, on propose 30 mois qui s'avère peu, alors qu'au Mali, la CEDEAO pense à 12 mois. C'est donc une affaire à suivre. Le temps pour nous de parler de Valentine Rougua-Biza, qui est donc la nouvelle patronne de la MINUSCA en Centrafrique. C'est désormais officiel. La nouvelle, elle était donc pressentie à ce poste pour remplacer Mankeur Ndiaye à la tête de la mission du maintien de la paix des États-Unis en Centrafrique. L'annonce, on le rappelle, a été donc faite dans la nuit depuis New York par le secrétaire général Antonio Guterres. C'est une diplomate au long parcours qui prend donc les rênes de la MINUSCA. Plus de détails dans cet élément que nous propose Junior Wafo. C'est désormais officiel. La Rwandaise Valentine Rougua-Biza est la nouvelle patronne de la MINUSCA. Elle était pressentie pour le poste depuis déjà plusieurs semaines. Elle remplacera le Sénégalais Mankeur Ndiaye à la tête de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. L'annonce a été faite dans la nuit depuis New York par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. C'est une diplomate au long cours qui prendra les rênes de la MINUSCA. Depuis 2016, Valentine Rougua-Biza est la représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies. Ancienne ministre de Paul Kagame, présidente de la direction du Conseil de développement du Rwanda, directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale du commerce, la diplomate de 59 ans a déjà largement fait ses preuves. Le mandat de Mankeur Ndiaye prend fin le 28 février prochain. Il quitte ses fonctions sans regret selon son entourage, après plus de 3 années particulièrement agitées à la tête de la MINUSCA. Le diplomate sénégalais sur Twitter souhaite plein succès et bonne chance à celle qui lui succède. Il devrait prolonger sa mission de quelques semaines, le temps de permettre à Valentine Rougua-Biza de poser ses valises à Bangui. Cette succession intervient alors que les relations sont particulièrement tendues entre Bangui et la MINUSCA. Autant dire que la nouvelle patronne de la MINUSCA devra faire preuve de ténacité pour dénouer toutes ces tensions. L'affaire opposant Oumar Diawara à la Côte d'Ivoire joue les prolongations. Détenteur de la formule exécutoire signée par le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEA. Le 4 février 2022, l'homme d'affaires congolo-malien Oumar Diawara s'est lancé dans une offensive juridico-diplomatique avec pour objectif de faire exécuter la décision de justice. Entre tentatives de saisie d'actifs et de bataille procédurale,
donc les derniers épisodes nous font donc voir des rebondissements. Et donc, constatant l'écart, Oumar Diawara a mené des démarches pour que le reliquat lui soit remboursé, d'où l'emprisonnement de la directrice de la générale de la BNI Gestion, sans compter Sissé Fatoumata pour malversation au détriment de Oumar Diawara. Et donc, la directrice de la filiale de la BNI ne sera élargie qu'après versement d'une caution de 100 millions de francs CFA, un paiement qui a permis à cette importante partie au dossier de bénéficier d'une liberté provisoire pour se retrouver ensuite aux États-Unis où elle vit jusqu'à ce jour dans une discrétion quasi monastique. L'État ivoirien, quant à lui, reconnaissant cette faute, avec donc dans un premier temps entrepris des démarches pour transiger avec Oumar Diawara, ce qui signifie que le problème était presque résolu puisque la transaction en droit civil étant donc tout litige existant et prévient tout litige à naître en ayant donc autorité de la chose jugée entre les parties. Alors que Diawara attendait la signature de l'acte transactionnel et s'était momentanément déplacé de la Côte d'Ivoire, il a donc été surpris de l'ouverture contre lui au niveau de l'instruction préparatoire par le juge de la 5e chambre d'une procédure sous couvert de complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment des capitaux. Aussi, avant bien même d'être entendu, c'est-à-dire inculpé en première comparution, Madame le juge en charge du dossier avait déjà pris des décisions plaçant les biens de ce dernier sous séquestre, décernant un mandat d'arrêt à son encontre et gelant ses avoirs personnels, entre autres. Et selon certaines informations, une réunion de 7 heures s'est tenue le 23 février autour du pôle financier de la présidence et des experts du ministère de la Justice pour préparer le dépôt des mémoires à la Cour de justice de la CEDEAO. Celle-ci a sommé la Côte d'Ivoire, en date du 4 février, de s'exécuter à travers la formule exécutoire adressée donc par son greffier en chef au ministre de la Justice ivoirien. C'est donc une affaire qui promet beaucoup de rebondissements. Fin de ce journal sur la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes agréables. Début de week-end à toutes et à tous.